Avez-vous entendu parler des perturbateurs endocriniens ? Là où on en parle, c'est dans les lycées d'Île-de-France. Bonjour à tous. Moi c'est Anissa, je vais vous parler un petit peu perturbateurs endocriniens. Vous êtes des adolescents, vous êtes potentiellement les futurs parents, donc c'est pour ça en fait qu'on s'adresse à vous, parce que c'est un message qui vous concerne. Pour commencer, qui a déjà entendu parler à main levée comme ça des perturbateurs endocriniens ? Le projet, porté par le réseau Environnement Santé et la région Île-de-France, commence par une étape d'information menée par de jeunes étudiants en toxicologie, en lien avec les enseignants. Alors, est-ce que vous connaissez déjà c'est quoi un perturbateur endocrinien ? Est-ce que vous avez une idée ? Non ? C'est pas grave, on va tous l'apprendre aujourd'hui ensemble. Le système endocrinien, pour faire simple, c'est le système hormonal. On a créé le réseau Environnement Santé en 2009 avec un objectif, mettre en avant la santé environnementale, la promouvoir. On a un système de santé qui est surtout un système de soins. On soigne les gens quand ils sont malades, c'est très bien, mais c'est très bien aussi de faire en sorte qu'ils soient le moins possible touchés par la maladie. Et on a pris l'exemple des perturbateurs endocriniens avec une demande d'interdiction des biberons au bisphénol A, qui était le plastique, le polycarbonate utilisé pour faire ces biberons, qui était une source de contamination très importante. Et dans l'année qui a suivi, on a obtenu l'interdiction en France, et cette interdiction a été étendue à l'ensemble de l'Union européenne. Donc vous voyez, on avait en un an réussi à changer les choses et à donner envie d'aller plus loin. Les perturbateurs endocriniens, on en consomme tous les jours dans toutes les formes, mais principalement, et notamment c'est intéressant pour les lycéens, sont les maquillages et puis les plastiques. Les plastiques, grosso modo, si on évite les plastiques au quotidien, on évite les perturbateurs endocriniens. Les plastiques sont des polymères, des molécules associées les unes aux autres, comme des perles, pour former des structures aux propriétés diverses. Des additifs peuvent être intégrés à ces structures pour modifier leurs propriétés selon les besoins. Élasticité, couleur, stabilité, résistance à l'oxydation ou au feu. Avec le temps, et en particulier sous l'effet de la chaleur, ces molécules vont se libérer dans l'air, dans l'environnement ou dans les aliments, et pénétrer dans l'organisme, où elles vont interférer avec le système hormonal. Parmi ces molécules, les phtalates nous intéressent particulièrement car ils sont présents dans de nombreux plastiques. On en trouve dans la plupart des colles et peintures, pesticides, cosmétiques et matières plastiques, dans les emballages, bouteilles, canettes, revêtements, meubles, textiles et même dans les jouets. Ils contaminent la quasi-totalité de la population et en particulier les enfants. Pour les enfants, c'est un public particulièrement vulnérable. Les phtalates, c'est des substances qui sont semi-volatiles, donc elles peuvent se retrouver dans l'air ou dans les poussières. Ça agit à l'ordre du nanogramme par litre. Donc c'est l'équivalent d'une goutte d'eau dans une piscine, pour vous dire. Donc c'est des concentrations extrêmement faibles. Il faut savoir que le problème des perturbateurs endocriniens, c'est pas forcément la dose, mais c'est la période d'exposition. À votre avis, quelles sont ces 3 périodes ? Les effets ne sont pas proportionnels à la dose. Ils dépendent de l'âge, de l'association avec d'autres molécules, et ils peuvent se faire sentir avec retard, même à travers les générations. Heureusement, ils sont vite éliminés par l'organisme. Nous pouvons réduire rapidement leur présence et leurs effets par nos comportements quotidiens. Le micro-ondes, c'est facile, on retire juste de la barquette plastique, on met dans un truc en verre, ça ne va rien changer à votre vie, à prendre 5 secondes de plus. Et c'est pour ça que c'est un truc qui est assez facile. Le projet repose sur la participation des élèves et l'établissement d'un dialogue. À votre avis, est-ce qu'il y en a dans le A ? Vous me dites juste oui ou non ? Oui, c'est un carton un peu industriel, du coup il y a peut-être une couche de... Ouais, c'est surtout parce que ça brille. Vu que ça brille, Mais en la fait, participation va beaucoup plus loin. Alors, on a fait une expérience où on nous a demandé de porter un bracelet pendant 1 semaine non-stop. Donc on dormait avec, on se douchait avec, on faisait tout avec. Et on était 26 élèves à faire cette expérience de la seconde jusqu'à la terminale. Des séances d'information et de distribution de bracelets ont été organisées dans des lycées d'Île-de-France. Ce qu'on va mesurer principalement avec ces bracelets, en fait, c'est tout simplement l'air qu'il y a autour de vous. Mais aussi, on vous demande de garder 7 jours sur 7, même sous la douche, parce que sous la douche, on va mesurer aussi le gel douche. L'idée, c'est que vous gardez, en vivant le plus normalement possible, les molécules des phtalates vont être piégées dans le bracelet en silicone. Donc c'est une méthode simple à utiliser, parce que sinon on doit faire des prélèvements de sang, d'urine, tout ça. C'est un peu compliqué, alors qu'avec juste un bracelet, c'est vraiment simple. Il reste autour de notre poignet et il ne bouge pas pendant toute la semaine.
J'ai aussi porté le bracelet pendant une semaine et ça me permet de voir comment on est exposé aux phtalates et comment on peut s'améliorer. Et à la fin des 7 jours, du coup, on l'a envoyé en laboratoire qui l'a analysé. Les bracelets sont contrôlés au départ et emballés dans des boîtes métalliques numérotées pour les protéger des contaminations et permettre leur traçabilité. Après une semaine, ils sont envoyés à un labo indépendant à Strasbourg. Dans chaque enveloppe, il y a une vingtaine de bracelets qui correspondent à chaque fois à un lycée de la région Île-de-France qui participe à l'opération PELIF 2. Donc à chaque fois, un bracelet a été mis par l'étudiant dans sa petite enveloppe avec le numéro d'identification. Et puis ensuite, on va mettre en place le processus d'extraction et d'analyse qui vont nous permettre d'obtenir les résultats sur chacun des bracelets. Donc les échantillons de bracelets ont été prédécoupés donc dans des flacons dédiés. On va maintenant pouvoir procéder à l'extraction des phtalates qui sont contenus dans ces échantillons. Pour nous, c'est important de pouvoir se dire est-ce qu'on est exposé à ces produits chimiques, à quelle intensité et lesquels en particulier. Donc on a sur le passeur d'échantillons des extraits liquides qui contiennent les composés d'intérêt, à savoir les phtalates. La seringue va venir prélever un micro-volume de cet échantillon-là qui va être injecté dans un système de chromatographie en phase gazeuse, ce qui va permettre de définir une sorte d'empreinte digitale de la molécule. Et en fonction de la quantité de chacun de ces fragments, on peut savoir quelle était la quantité de la substance recherchée dans le mélange et donc dans l'échantillon. À l'issue de cette campagne, on a pu avoir des données statistiques sur l'exposition des lycéens. Tous portent les traces de ces plastifiants sur les bracelets. Pour certains, c'est des concentrations qui sont très élevées et donc c'est inquiétant de savoir qu'une population jeune et en âge de procréer est exposée à ces produits chimiques. Personnellement, moi, je n'étais pas du tout au courant. Je savais qu'il fallait laver les vêtements quand on venait les acheter et qu'il y avait un peu des composés chimiques dans notre nourriture au niveau pesticides, mais je n'étais pas au courant que c'était à ce point aussi fréquent et en grande quantité sur notre monde, dans notre société. J'ai retenu qu'on peut faire plus attention à ce qu'on fait pour éviter d'avoir des problèmes de santé plus tard. Maintenant, on peut en parler à nos parents pour qu'ils prennent conscience des dangers et donc changer nos habitudes. On est à un âge où on peut comprendre plus de choses et on a aussi un âge où on peut facilement réagir. Ces connaissances elles vont rester gravées et peut-être qu'on va réussir à enfin agir. Ça, c'est les résultats qu'on a obtenus pour chaque bracelet. Et on va bien voir qu'on a deux choses qui apparaissent. Surtout, c'est le DEHP et le DINP. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui est interdit en Europe depuis plusieurs années parce que c'est cancérigène et reprotoxique. Alors évidemment, quand on met en cause les phtalates, on met en cause une grande famille de perturbateurs endocriniens. On met en cause des plastifiants, donc on met en cause le plastique. Par rapport à tous les plastifiants qu'on recherche, il y en a en gros 4 qui représentent 80-90% de la quantité totale des plastifiants qu'on détecte. Il y a une mutualisation qui se fait et une dynamique qui se crée. La Commission européenne a lancé un signal politique très fort. L'an passé, elle a présenté une feuille de route, suppression, interdiction de toutes ces grandes molécules, tous ces grands perturbateurs endocriniens d'ici 2030. Donc on anticipe cette décision, il faut arriver à mobiliser la société. Et aujourd'hui, on développe une charte des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens. On est ici donc dans la région Île-de-France, qui a été la première région à signer la charte. La question des perturbateurs endocriniens est un sujet que la région Île-de-France a saisi depuis 2018. Elle a signé une charte qui vise justement à s'engager sur la lutte contre les perturbateurs endocriniens. Il fallait s'investir, s'impliquer, donc nous avons commencé par l'information du public et notamment des plus jeunes. La plupart des communes membres de la communauté d'agglomération Cergy-Pontoise ont signé la charte Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens qui est promue par le réseau Environnement Santé. Donc nous avons décidé d'intégrer ce projet zéro phtalate, et notamment parce que le partenariat nous a semblé très intéressant, avec la mobilisation des enseignants, la mobilisation des élèves et également des éco-délégués, ce qui est très important. Dans les classes, il y avait l'éco-délégué qui avait son petit bracelet, qui a pu parler un petit peu aux autres et dire vous allez voir, il y aura une intervention sur ça. Je pense que même si plus d'élèves
pouvaient participer. Si on avait un nombre de bracelets plus grand, il y en aurait beaucoup qui voulaient. Puisque certains disaient « Tiens, pourquoi t'as ça au poignet? Qu'est-ce que c'est ?» Je pense qu'on était déjà curieux de savoir un peu, nous, même si c'est resté anonyme, de voir notre exposition aux perturbateurs endocriniens. Une question, si par exemple la même activité de pollution, c'est comme ça pendant encore 30 ans ou 40 ans, il va se passer quoi? Nous avons, adultes, une responsabilité. Et c'est tout à fait normal, hein, moralement, éthiquement, et puis encore plus quand on est un professionnel de l'éducation, de participer à la sensibilisation des jeunes à justement l'état dans lequel nous leur laissons la planète. C'est une opération, un projet qui est hyper important et qu'il faudrait vraiment développer à grande échelle dans tous les établissements scolaires. La ville d'Évry-Courcouronnes est signataire de la charte Ville et territoires sans perturbateurs endocriniens depuis le 18 octobre 2019. Et depuis, elle multiplie les initiatives concrètes en matière de lutte contre les perturbateurs endocriniens. Donc c'est un message qui est à la fois très positif parce que les jeunes sont certes contaminés, mais ils ont des actions extrêmement concrètes pour pouvoir baisser d'au moins de moitié leur contamination. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des solutions qui sont à notre portée, il faut pouvoir s'en saisir. Il y a tout de suite eu un enthousiasme, et un enthousiasme d'une professeure en particulier, pour travailler sur cette recherche et travailler en plus en partenariat avec la mairie. Je me suis emparée du projet parce que ça fait longtemps que je parle à mes élèves des perturbateurs endocriniens, pour autant c'est absolument pas au référentiel, mais voilà, ils sont amenés à travailler avec les enfants. On a des filières comme la petite enfance par exemple, où ça me semble juste évident que les élèves soient formés à ce sujet-là. Et on a aussi toutes ces filières esthétiques et coiffure qui manipulent aussi beaucoup de produits. Donc voilà, je pense que ça a évidemment tout son sens dans notre établissement. C'est la petite goutte d'eau dans le projet qu'on mène sur le développement, sur l'écologie et le développement durable dans l'établissement. Et voilà, on espère que ça deviendra une rivière et puis un grand fleuve. Les lycéens que nous avons touchés sont très divers. Il y en a dans tous les départements d'Île-de-France, il y en a de toutes catégories sociales, il y en a de toutes catégories de lycées aussi. Nous avons sensibilisé plus de 2000 lycéens. C'est 500 lycéens qui ont porté le bracelet et c'est 30 lycées aujourd'hui qui sont concernés par cette action. La région Île-de-France a vraiment saisi ce sujet très en amont, ciblé sur les lycéens, et c'est vraiment en co-construction que nous l'avons imaginé avec le réseau Environnement Santé. On commence à voir effectivement l'impact de cette campagne. C'est vraiment un travail en commun très important pour monter effectivement ce projet. C'est quelque chose qui va s'inscrire après sur la durée. C'est pas ponctuel, je passe, merci, bonjour, qu'est-ce que vous avez obtenu, au revoir, à la prochaine. C'est vraiment quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. On va essayer de les mobiliser, les remobiliser et faire en sorte vraiment qu'ils deviennent responsables. Très 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 important parce que le discours qui n'émane pas d'un prof a toujours beaucoup plus de poids que le discours du prof. Donc ça permet un autre regard et un apport qui a énormément de poids dans la tête des élèves. Merci à vous. Merci beaucoup. Oui.